Ça y est, quand je vous disais que Boruto c'était quelque chose en manga, j'espère que là avec ce chapitre, vous avez été quand même rassurés, voire convaincus que votre veste, vous l'avez mise, vous l'avez retournée, retournée, jetée, vous êtes allé la chercher, vous l'avez remise. En fait, faut savoir que je l'ai lu qu'aujourd'hui. Nous sommes actuellement mercredi 5 avril. Je me suis laissé tout ce temps, j'ai pas été spoilée du tout pour lire le chapitre de Boruto, et du coup là je suis encore en émoi. Donc on va partir tout de suite sur une review de ce chapitre 79 de Boruto. Hello les Nakama, ravi de vous retrouver pour une review chapitre. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de review chapitre, mais là celui-ci c'était obligatoire. Je pense que beaucoup d'entre vous, je l'ai vu sur internet, hein, ça a beaucoup jasé, ça a beaucoup parlé. Comme d'habitude, cette review ne sera pas trop cutée, ça va être une review très simple où on va vraiment juste parler de ce que je pense de ce chapitre. Quelques théories aussi, parce que j'adore théoriser sur Boruto. En fait, ce que j'aime dans Boruto, et c'est pour ça que c'est une excellente suite, c'est que personne n'aurait pu penser à ce plot twist là. Et ça vraiment, pour moi, ça c'est caviar. Encore en 2023 là, ça c'est caviar. Et ça prouve que Boruto mérite sa place vraiment dans les très bons mangas de cette nouvelle génération, vraiment 100%. Et Masashi Kishimoto montre encore une fois qu'en tant que scénariste, c'est une pépite. Il sait comment mener son manga, et ça j'adore. Et ce qui est ouf, c'est que on retrouve même des preuves qu'il y a dans Naruto, et ça on en parlera tout à l'heure. Il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur, et tout est logique, tout se met en place, et ça explique même des choses qui se sont passées il y a longtemps dans Naruto. Alors c'est parti pour faire une petite review analyse tout de suite. Alors comme vous l'avez vu, dans ce chapitre, on apprend que Eida, son pouvoir, finalement, c'était le dessus de l'iceberg. Tout ce qui était immergé, c'était la vraie dinguerie, et c'est ce qui s'est passé. Ce chapitre, en fait, c'est du désespoir, c'est un retournement de situation, et ça met en place un antagoniste, aka Kawaki, mais qui n'en est pas vraiment un. Il a décidé de faire ça, et ses intentions, entre guillemets, sont louables, même si son amour pour Naruto est toxique. On apprend également que du coup, il y a un retournement de situation. Boruto va devenir l'ennemi public numéro 1, et ça commence déjà peut-être à expliquer cette toute première scène qu'on a eu dans le manga ou dans l'anime, où justement les deux se battent. Boruto a quand même une attitude de rejet de la société, quoi. Genre, je sais pas vous, mais il a quand même un bandeau donné de Sasuke, et il a la tenue de Sasuke. On va essayer d'analyser tout ce qui se passe et du coup théoriser sur la suite des événements, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le pouvoir de Eida. Beaucoup disaient que ça les avait un peu flappis, cette idée de Eida, quand les gens la voient, tout le monde tombe amoureux. En fait, c'était un pouvoir qui était vraiment, comme je vous l'ai dit, la partie émergée de l'iceberg, et finalement ça explique tout le pouvoir de l'omnipotence. C'est un pouvoir lié au Otsutsuki qui permet en fait de modifier la pensée des gens, le passé entre guillemets dans la tête des gens. Ça ne modifie pas le passé, mais ça peut modifier tes souvenirs et la perception des gens sur ce qui s'est passé. Et ça, ils le disent bien, vu que ce n'est pas une Otsutsuki à 100%, elle a juste été construite en tant que telle, c'est plus un outil scientifique avec des pouvoirs mélangés, tout ça. Momoshiki l'explique, si elle était vraiment une Otsutsuki et qu'elle avait le pouvoir ultime de l'omnipotence, elle aurait pu le contrôler. Elle a eu ce pouvoir, elle ne s'est pas vraiment rendue compte à 100% de ce qui s'était passé, mais elle l'a fait par amour pour Kawaki, après une scène de Kawaki assez troublante et en même temps totalement logique sur le personnage. Kawaki se fait pourchasser par tout le monde, non seulement il a envoyé Naruto dans les méandres d'un espace-temps, on ne sait pas où c'est, pour le protéger, mais ça... Shikamaru il commence à en avoir jusque-là de Kawaki, il commence vraiment à plus pouvoir le voir en peinture, déjà que c'était pas trop le cas déjà de base. Mais en plus, il a attaqué Boruto, il devient quelqu'un de beaucoup trop dangereux. On n'arrive pas à le contrôler, plus Shikamaru le dit, on va devoir l'éliminer. Et ça, Eida, quand elle l'a entendu, elle s'est dit, je ne peux pas laisser faire ça. Parce que Eida est vraiment in love de Kawaki, elle a quelque chose envers lui, et elle veut absolument le protéger. Ça, encore une fois, ça par contre, j'aimerais avoir l'explication de pourquoi elle aime autant Kawaki, je pense. En tout cas, j'espère qu'on l'aura plus tard. Mais voilà, elle le rejoint, Kawaki. On a une scène vraiment de toute l'explication, toute l'écriture profonde de ce personnage où il est désespéré. Pourquoi il est ce qu'il est? Pourquoi c'est un déchet? Il se traite lui-même de déchet. On arrive sur un personnage psychologiquement qui est anéanti de base. On a une construction du personnage depuis qu'il est enfant où il a été détruit psychologiquement. Pour lui, il n'a aucune valeur. Jigen l'a bien façonné de cette façon-là, et du coup, le fait de ne pas pouvoir protéger comme il voudrait le 7ème, d'être rejeté par tout le monde, il a toujours été rejeté, que ce soit par son père, par l'époque où il était avec Jigen, parce qu'en soi, c'était juste un outil, et là, maintenant, par un village où il sait que ce qu'il a fait, c'est sans retour, il regrette d'être ce qu'il est, de ne pas pouvoir faire plus que ça. Et ça le saoule parce qu'il est bloqué. Pourquoi, en face de lui, la personne qui pourrait nuire au 7ème,
c'est son fils, c'est son propre fils. Pourquoi Boruto devrait être son fils? Parce que personne n'ira à l'encontre de Boruto, personne n'osera le tuer, personne n'osera vraiment prendre la décision qu'il était prêt à prendre de le tuer pour protéger Naruto. Kawaki est donc désespéré et parle vraiment ouvertement, à cœur ouvert, face à Eida. Et là, Eida, elle le prend, elle l'attrape, et là, il se passe l'omnipotence. C'est-à-dire qu'elle a transformé dans l'esprit des gens le souvenir qu'ils ont de Boruto et Kawaki, et elle les a inversés. Je trouve ça vraiment incroyable en termes de scénario, parce que là, tu te dis comment ils vont faire. Comment ils vont faire, parce que tout le monde croit que Kawaki, c'est Kawaki Uzumaki. C'est complètement barré et c'est génial. En termes de scénario, c'est génial. Je le dis depuis le départ, Boruto a une espèce de pli un peu anti-héros. On sent que c'est toujours borderline avec lui, il pourrait être à deux doigts de faire une grosse connerie parce qu'il a quelqu'un en lui qui veut vraiment le nuire. Et en plus, il ne prend pas du tout le pli sur son père. Ce n'est pas son père. Boruto, c'est quelqu'un de très intelligent. Comme le dit Kakashi, il a l'intelligence de son grand-père, mais la fougue de son père. Il a vraiment un mélange des deux, il est talentueux, c'est un peu un génie, et il se rapproche beaucoup de Sasuke. Sasuke qui est quand même le anti-héros de base de Naruto, le rival de Naruto, qui a fait énormément de conneries. Sasuke qui a essayé de se reprendre en s'exilant du village. Vraiment une vie d'ancien traître qui est assez compliquée à vivre. Et là, Boruto, on a l'impression qu'il va prendre ce pli. Il est à deux doigts de se faire agresser par tout le monde à la fin du chapitre. Mitsuki, qui est vraiment le fanboy number one de Boruto, lui dit « Pourquoi t'as fait ça ? Je devais pas accepter. » Il met son mode ultime en marche alors qu'il ne le montre jamais. Là, vraiment, on arrive à un stade où Boruto, il est perdu. Et Kawaki, en fait, ce qui est ouf dans ce chapitre, c'est que il a compris ce qui s'était passé, il a compris que tout a été inversé, parce que quand les équipes de recherche le trouvent avec Eida, ils le voient, ils lui disent rien, ils sont en mode « Où est Boruto? On a trouvé sa position, il faut absolument l'attraper !» Et là, il se dit « Oula !» Et quand il comprend que leur rôle a été inversé, il se dit « Ok, let's go, c'est maintenant !» Pourquoi Kawaki accepte d'inverser les rôles? Pour moi, ce n'est pas juste parce qu'il est en manque d'amour ou quoi que ce soit, ou qu'il rêve d'avoir la vie de Boruto, je ne pense pas que ce soit ça. Kawaki a toujours été très pragmatique dans sa façon de faire, et son but numéro 1 est de protéger Naruto. Et si, avec cette configuration-là, Boruto devient l'ennemi number one, Boruto devra être chassé de Konoha, et du coup, s'éloignera de Naruto. Donc, pour lui, c'est parfait. Il ne pouvait pas tuer Boruto, personne n'allait le laisser le faire, mais si il devient un inconnu, Boruto devient Kawaki et devient l'inconnu number one, que tout le monde s'en fout, ça facilite les choses, parce que Boruto a Momoshiki. Donc, éliminer Momoshiki à travers un personnage dont personne va prendre la défense, c'est beaucoup plus simple. On l'a vu Naruto, et même à travers un filler qui était quand même assez intéressant, Naruto ne pourra jamais ôter la vie à son fils. Personne ne pourra faire ça. On va toujours essayer de trouver une solution pour faire en sorte que Boruto reste en vie et ne soit pas en danger. Donc Kawaki voit ça de loin et en mode « Mais les gars, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir un Otsutsuki en soi. » C'est le seul qui le sait avec Boruto. Et Boruto, c'est son frère, mais là, ce qu'a fait Eida, ça lui facilite les choses. Mais du coup, en termes de scénario, franchement, c'est pépite. C'est pépite parce que là, du coup, on va commencer à avoir un arc où Boruto va devenir l'homme le plus poursuivi de l'univers de Naruto, en mode il faut qu'on l'attrape, il faut qu'on le bute. Et Boruto va devoir vivre en tant que je suis personne. C'est-à-dire que tout le village ne l'aime plus. Genre c'est devenu un inconnu. Il n'est plus Boruto Uzumaki, c'est juste Boruto. Et c'est trop... Mais c'est incroyable. Déjà que il essaie de se détacher de ce côté fils d'Hokage, mais là, il se détache complètement à travers le scénario, ça va devenir personne. Ça va devenir un anti-héros, un renégat, quelqu'un qu'on doit poursuivre, quelqu'un qui n'est pas sûr d'être aimé. Et par contre, ce qui est très très intéressant dans ce chapitre, c'est le fait que Sarada n'ait pas été touché par ça. Donc il va avoir une alliée, et une alliée de poids. Et ça, c'est ultra intéressant, parce que j'ai envie de savoir pourquoi Sarada n'a pas été touché par ça, parce que Momoshiki le dit, l'omnipotence touche surtout en premier lieu les Uchiwa, donc ceux qui ont des dojutsu et qui ont des pupilles, donc ceux qui sont sensibles à ça. Et d'ailleurs, c'est là qu'on parle du lien avec Naruto, et que tout s'imbrique bien. Souvenez-vous, Momoshiki le dit, ça s'est déjà produit dans le passé, de changer l'histoire. On parle bien évidemment, à mon sens, de la stèle Uchiha. Souvenez-vous, c'est le Zetsu noir qui va la changer. Zetsu, c'est quoi? C'est une création de Kaguya. Kaguya, c'est quoi? Une Otsutsuki. Zetsu n'a pas de pupille, elle n'a pas de Rinnegan pour voir à travers la scène, et encore moins pour la modifier, et pourtant, il arrive à modifier ce qui est écrit pour pouvoir changer l'histoire dans la tête des Uchiwa, à travers le fait qu'ils puissent la voir grâce à leur pupille. Donc je pense que c'est le lien dont parle Momoshiki dans cette histoire. Il y a eu d'autres liens aussi avec Zetsu,
avec Indra, Agoromo, il y a eu beaucoup de choses qui du coup sont en lien avec les Otsutsuki. Donc on commence à comprendre que certains moments ont pu être modifiés, certains savoirs ont pu être modifiés, ont pu être changés pour changer le cours de l'histoire dans la tête des gens. Mais est-ce que Sasuke lui aussi a été touché? Parce qu'on le voit, il part dans l'autre sens, mais est-ce que vraiment lui aussi a été touché comme tout le monde, ou est-ce qu'il va être comme Sarada, ne va pas être touché par l'omnipotence? D'ailleurs, vu que Hinata et Naruto sont partis dans un autre monde, est-ce qu'eux aussi ont été touchés par l'omnipotence? Est-ce que le fait de les ramener dans ce monde-là va peut-être permettre à Naruto de dire « il y a eu un souci les gars », pour pouvoir, déjà qu'on a Sarada qui est au courant, mais le fait peut-être de partir à la recherche de Naruto et de pouvoir essayer de le ramener, va peut-être essayer de faire en sorte que Boruto s'en sorte et reprenne les choses en main. Sauf que si tout le monde pense que Kawaki est le fils de Naruto, et si Naruto a été aussi touché par l'omnipotence, je sais pas où il est, parce qu'on voit l'omnipotence s'étend sur toute la planète, là on est dans la merde. Là on est dans une merde, mais vraiment très compliqué. C'est là que du coup on est toujours dans ce délire avec Boruto de what the fuck, je m'y attendais pas. Je n'avais pas du tout pré-shot ce qui va se passer, et c'est super intéressant. Vraiment, Boruto, là, ça prend un pas, ça prend un pli encore plus mature, et j'ai hâte de voir l'évolution du personnage de Boruto, et qu'est-ce que va faire Kawaki dans cette nouvelle vie. Et surtout un duo Boruto-Sarada. Soit Boruto va demander à Sarada de rester au village, essayer de comprendre ce qui s'est passé en se rapprochant de Eida, parce que Sarada, ça reste quand même un secret, qu'elle ne puisse pas être touchée par Eida. Boruto sait ce qui s'est passé, mais est-ce que du coup, grâce à Momoshiki qui lui a expliqué, mais est-ce que du coup il va demander à Sarada de rester dans le village pour essayer de mener l'enquête ou de faire quoi que ce soit, ou est-ce que Sarada va rester avec lui pour le protéger et pour l'accompagner dans cette recherche peut-être de Naruto, ou cette recherche d'une solution. Je ne sais pas ce qu'il va essayer de faire, ce qui va se passer. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges en plus entre Momoshiki et Boruto. Momoshiki reste quand même en mode « je vais t'expliquer ce qui va se passer ». Mais ça a l'air quand même de le faire beaucoup rire, Momoshiki. Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Et n'oublions pas qu'il y a aussi Code dans l'histoire. Code est toujours là, et le but quand même est de donner Boruto au Jubi, quoi, tu vois. Donc on est dans une merde, parce que là, du coup, on est en train d'isoler Boruto, ça devient une proie ultra simple à attraper, malheureusement, et on est dans le caca, que ce soit pour la Terre, pour Boruto, pour tout. En fait, là, ça part en cacahuète. On voit quand même que Kawaki a dit à tout le monde que Naruto est mort. Kawaki a vraiment décidé de prendre cette option et de se dire c'est maintenant tout de suite, j'utilise à mes fins. Et là du coup Kawaki il a quand même quelque chose de très toxique, et encore une fois c'est cette espèce de pragmatisme en mode de toute façon mon but c'est le 7ème, donc là c'est parfait. Désolé, dommages collatéraux, et voilà. Mais vu que premier épisode, Boruto a la cape de Sasuke et tout le tralala, c'est pour ça que j'aimais quand même une hypothèse sur le fait que Sasuke n'ait pas été touché. Et que Sasuke va essayer de le rejoindre et de l'aider dans cette tâche. Je sais pas, peut-être. J'aimerais bien que Sasuke n'ait pas été touché. Oh, j'ai trop hâte à la suite, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et c'est pour ça que je pense que si l'animé s'arrête, fait une pause et reprend de plus belle plus tard avec une meilleure animation et beaucoup moins de fillers, là ça va s'enchaîner de manière mais magistrale, ça va être incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ce chapitre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. Voilà, j'ai fait que blablater bien évidemment. Et sur ce, bye bye les